Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière chose, le dernier argument de phonétique qu'on avait abordé, c'était quoi? Juste pour reprendre un peu ce qu'on a fait. Est-ce que vous vous souvenez? Oui? Vocalisme tonique, mais l'évolution conditionnée. L'évolution conditionnée, exactement. Et on avait vu un seul, si je me trompe, mais si on a déjà vu ça, vous me dites, comme ça on gagne du temps, mais je ne pense pas. On avait vu, je crois, un seul phénomène de conditionnement, qui était la palatalisation, qui est de loin le phénomène le plus important. Alors aujourd'hui, on voit les trois autres phénomènes de conditionnement qui provoquent une évolution conditionnée de la voyelle tonique, à partir du phénomène de la vélarisation. La vélarisation concerne en effet le L. Le L est une consonne à statut spécial, c'est une consonne liquide comme le R, et en effet, L et R ont une évolution qui n'est pas typique des consonnes. Dans toutes les langues, L et R ont des évolutions particulières, pour ainsi dire. La vélarisation est le phénomène de vocalisation du L. Donc le L, qui est déjà une consonne pas très forte, se vocalise complètement dans certaines conditions. La condition, dans le cas spécifique, étant la présence d'une consonne après le L. Si on trouve donc un L suivi par une consonne, le L devient U. Et là, je vous donne l'exemple avec toutes les voyelles possibles. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une évolution de L qui devient U, sauf dans un cas, le premier, dans lequel il y a disparition du L, mais l'influence forte du I, combinée avec la palatalisation du U, provoque la disparition du L qui reste au niveau I. Dans tous les autres cas, on voit le U, encore aujourd'hui, en français moderne, on voit le U qui est le résultat de la vélarisation ancienne du L. Remarquez que, c'est un phénomène important, la diphtongue AU qui se crée suite à la palatalisation de L après A est très résistant en français. Il devient O, et seulement dans la prononciation, très tard, à partir du XVIe siècle. Et en effet, encore aujourd'hui, la graphie, au XVIe siècle, c'était déjà fixé, reste AU. Tandis que la prononciation, à partir du XVIe siècle, est O. Il y a donc une différence que je vais vous faire remarquer. Allez voir, après je vous donnerai aussi des éléments pour reconstruire cette évolution chronologique, mais allez revoir, si vous voulez bien, le résultat de la transformation de la diphtongue AU latine, qui est plus tardive par rapport à d'autres diphtongues, mais en tout cas assez précoce. On a fait l'exemple de chose, d'accord? On a fait l'exemple de chose, on avait vu que la transformation de AU en O est plus tardive par rapport à la palatalisation de C, mais en tout cas assez précoce. Donc il y a une différence entre l'évolution de AU latin et l'évolution de AU dérivée de la vélarisation de L. La deuxième étant beaucoup plus tardive. Et en général, comme vous pouvez constater, en général, le phénomène de vélarisation en tant que tel est assez tardif. Donc on est arrivé sur un phénomène qui concerne, je vous ai montré, qui commence à partir du 7e siècle, mais qui se réalise dans sa manière définitive au 12e siècle, en principe. Cela
c'est intéressant de montrer qu'encore aujourd'hui, le phénomène de vélarisation a une importance morphologique en français. Parce qu'il est à la base de la différence de traitement du singulier et du pluriel de certains mots. Par exemple, le mot « cheval ». Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, quand on apprend par cœur la grammaire des mots, le singulier et le pluriel, on dit « Ah, attention, cheval fait exception ». Parce qu'il ne suffit pas d'ajouter un S, mais il faut changer toute la désinence. Donc on a cheval au singulier, chevaux au pluriel. Pourquoi, maintenant, je vous demande? Vous avez maintenant les éléments pour y répondre. Oui. Donc, avant c'était Cavalos. Oui. Mais le S est tombé. Donc ensuite Cavallo. Ouais. Et ensuite le L est devenu un U. Et ouais. Cabo. Ouais. Ouais, Cabo. Ouais, alors, en réalité, c'est vrai, alors, je me rends compte que vous n'avez pas tous les éléments pour répondre. Alors, bonne tentative, mais il vous manque un élément, j'ai oublié de vous dire. Et c'est la question des cas latents. Mais on le verra quand on parlera de la phonétique du consonantisme. En fait, le S est plus résistant par rapport aux autres voyelles, aux autres consonnes. Pourquoi? Parce que le S est conservé parce qu'il exprime le sujet. Donc pendant tout le Moyen-Âge, on avait cette morphologie bicasuelle. Donc on avait deux cas. Une forme pour indiquer le cas sujet qui normalement avait un S, et une autre forme sans S qui nous indiquait les compléments en général. Donc le fait que ce S ne soit pas tombé comme toutes les consonnes finales latines a provoqué une différence entre l'accusatif du mot cavallum et justement le pluriel, accusatif pluriel, qui était cavallos. Donc ce S plus résistant a créé les conditions pour la vélarisation. Parce que je vous rappelle que la vélarisation se réalise seulement quand le L est suivi par une consonne. Donc, dans ce cas, le S étant plus résistant, le L s'est trouvé en contact avec S, il a vélarisé. Dans ce cas, dans le singulier, comme il y avait un M, le M est plus faible, il est tombé, et le L s'est retrouvé libre, pas suivi d'une consonne. C'est ça, la condition qui crée la différence entre le singulier et le pluriel de cheval. Donc, il y a vélarisation seulement au pluriel parce qu'il y avait un S. Alors, on passe maintenant à la nasalisation, phénomène... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la vélarisation est un phénomène qui n'est pas seulement français. C'est la raison pour laquelle je vous disais que le L a un traitement spécial en général dans les langues. La vélarisation du L, à différents niveaux, se réalise aussi en plusieurs langues. Est-ce que vous connaissez une autre langue qui vélarise le L? Il n'y a personne d'origine portugaise dans la classe? Non. Le portugais, justement, vélarise le L. Encore aujourd'hui. Et au-delà des langues romanes, le polonais, par exemple. Je ne sais pas si vous avez jamais vu dans certains mots d'origine polonaise, cette lettre avec un petit trait, un L avec un petit trait qui coupe. C'est une lettre qui se prononce OU. En fait, le nom, par exemple, du pape Jean-Paul II était Karol Wojtyła. Donc, ce L, il fallait le prononcer OU. Et c'est un autre cas de vélarisation. Par contre, la nasalisation est aussi un phénomène qui concerne, par exemple, le portugais. Mais
il a une place particulièrement importante en français. La nasalisation est très fréquente en français. Je vous donne la loi générale. Alors, en général, la nasalisation, qui est l'effet d'une consonne nasale, c'est-à-dire N ou M, sur la voyelle tonique qui précède. Ça, c'est la nasalisation. Et la loi générale, c'est que, à cause de ces conditionnements provoqués par la consonne nasale, la voyelle précédente non seulement se nasalise, mais a tendance à s'ouvrir. Par exemple, cette ouverture ne se voit pas tellement dans le cas de A, pour lequel on a simplement une nasalisation. Si le A est entravé, c'est une nasalisation conservative, c'est-à-dire temps, donc ce en. Par contre, si le A est libre, la nasalisation se combine avec une palatalisation. Et donc on a la forme pain, par exemple. Vous voyez que le A a tendance à devenir presque un E avec la nasalisation. Mais avec le E, par exemple, on voit très bien ce phénomène d'ouverture, parce que la prononciation rend ce E nasalisé plus proche d'un A que d'un E. Et donc il y a ce phénomène d'ouverture. Cela aussi pour le E libre, dans lequel on constate seulement qu'il y a une diphtongaison au début. Mais après, dans l'évolution, cette forme s'assimile à l'évolution de A libre, au point que, en français médiéval, par exemple, la forme plein, plenum, peut rimer avec pain. Au début, les voyelles toniques en latin sont différentes, mais l'évolution due à la nasalisation rend ces deux sons très proches, au point qu'on peut les faire rimer. Ça, c'est la nasalisation de E libre. Donc, vous voyez que la nasalisation se combine avec l'évolution normale de la voyelle. Donc, il y a toujours des phénomènes de palatalisation, des phénomènes de diphtongaison, auxquels s'ajoute l'influence de la nasalisation. Très spécial est le cas de la nasalisation de O, qui combine l'évolution normale du O qui diphtongue et devient oué avec la nasalisation. Et donc on dira loin. Et là, vous avez la nasalisation du O fermé ou ouvert dans des conditions normales, non pas suivi par I. Et vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne. Il faut juste rappeler que dans la première phase de l'évolution, le O ouvert libre a tendance à diphtonguer ouin. Et seulement ensuite, il devient O par analogie avec le O fermé. C'est la raison pour laquelle, en ancien français, vous trouvez souvent la forme boin pour bon. Donc la forme bon est une forme plus récente, due à l'analogie avec l'évolution de O fermé. Mais en français médiéval, on peut trouver facilement la forme boin. Et là, vous avez l'évolution du I nasalisé. Et encore une fois, vous pouvez constater le phénomène d'ouverture, puisque le I, qui est une voyelle très fermée, avec la nasalisation devient vin. Et donc, plus proche d'un E que d'un I. Toujours pour ce même phénomène d'ouverture que la nasalisation exerce sur la voyelle. Donc il y a un double phénomène. Donc d'un côté, la voyelle est nasalisée. Il faut utiliser le nez pour exprimer ce son. Et de l'autre côté, une tendance à l'ouverture. Ça peut résumer en général. Il nous manque encore le U.
Et là, vous avez le résultat. Là aussi, vous voyez qu'il y a une ouverture de la voyelle. Remarquez aussi que le phénomène ne se réalise pas toujours à la même époque. Les voyelles les plus ouvertes ont tendance à nasaliser plus tôt, à partir du Xe siècle et ensuite au XIe. Les voyelles les plus fermées, vous voyez la dernière partie de la fiche, ont par contre tendance à se nasaliser plus tard, jusqu'au U qui nasalise au XVe siècle. Donc c'est un phénomène qui ne se réalise pas en même temps, pour toutes les voyelles. Ça va? C'est clair? Alors finalement, il y a un dernier élément de conditionnement qui est le plus compliqué d'un côté, parce que c'est un phénomène, c'est un conditionnement qui est dû à une lettre latine, mais le plus simple finalement à expliquer parce que le résultat est un seul et donc il n'y a pas beaucoup de différenciation. C'est la métaphonie. Alors la métaphonie est l'influence de fermeture exercée par un i long final latin sur la voyelle tonique. Donc, pour ce phénomène, il faut remonter à l'étymologie latine. Et c'est seulement les mots qui ont un i long final. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le latin, vous devez savoir qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui ont un i long final latin. En principe, ce n'est que des passés simples de verbes, des numéros et parfois quelques pronoms. Donc il n'y a pas beaucoup de mots, c'est pour ça que la métaphonie n'est pas un phénomène très fréquent dans la langue française. Voyons les exemples. Alors, et, i, latin, qui devrait donner un et fermé, sous l'influence de i long final, se ferme en i. L'exemple est celui des parfaits forts, comme je vous ai dit. Fait qui, passé simple du verbe faire, devrait donner, puisque c'est un et, ça devrait donner et fermé, mais à cause de la présence du i long final, devient un i. Et c'est là qu'on a fils. Le pronom personnel, je vous avais dit, illi, qui est à l'origine un démonstratif qui devient ensuite un pronom personnel en français, était une forme avec i long final. Et donc, même si la voyelle tonique est un i bref qui devrait donner et fermé, on a, à cause de la métaphonie, fermeture en i. C'est de là qui vient le pronom de troisième personne, il, en français. Les numéros, je vous disais, viginti, par exemple, vous voyez qu'il y a un i long final, et même si la voyelle tonique est un i bref qui devrait donner encore une fois et, on a i en français à cause de la métaphonie, qui s'accompagne aussi à la nasalisation dans ce cas. Donc il y a 20. Par contre, si on prend le O et le U, c'est-à-dire des voyelles latines qui devraient aboutir à un O fermé, s'ils sont suivis par ce i long, ils se ferment en U. C'est le cas du passé simple fuit, du verbe être, et du pronom relatif cuit. Oups. Je vous laisse regarder encore un moment. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Parce qu'avec cette fiche, on a fini l'évolution conditionnée. Et on a fini le vocalisme tonique en général. Donc vous pouvez maintenant, si vous voulez, revoir dans son ensemble l'évolution du vocalisme tonique. Parce que c'est fini. Je vous préviens aussi, je ne l'ai pas encore fait parce que je veux d'abord vous donner une certaine quantité de matériel, mais dans 2-3 séances, je mettrai à votre disposition des fiches
qui vous montre l'évolution complète de quelques mots. Pour vous donner des exemples. J'attends de finir la partie phonétique parce que avec les exemples, il n'y a pas seulement le vocalisme tonique, mais il y a aussi le consonantisme et parfois les effets se combinent. Donc avant de vous donner l'exemple d'évolution d'un mot en entier, je dois vous donner les éléments pour le comprendre. Mais c'est la raison pour laquelle je vous demande de revoir un peu dans l'ensemble parce que après, ça sera plus facile de comprendre aussi les exemples d'évolution. Et puis, toujours à la fin de la partie phonétique, je mettrai aussi à votre disposition des fiches et un tableau qui vous donnent la chronologie des phénomènes. C'est-à-dire, je mettrai les différents phénomènes qu'on a abordés dans l'ordre chronologique de leur apparition. Et ça aussi, je le ferai une fois qu'on aura pratiquement terminé la partie de phonétique. Ça va? Je ferme parce que c'est le pratiquement de l'histoire. Ok. Pas de questions? Alors, on n'a pas fini la phonétique, mais on a fini le vocalisme tonique. On passe maintenant au vocalisme atone. Plus simple, évidemment, parce que je vous ai dit que la voyelle tonique étant plus forte et plus importante, subit un plus grand nombre d'évolutions. Pour le vocalisme atone, les choses sont plus simples. Mais il faut tout d'abord établir une différence dans la position de la voyelle atone. S'il y a dans chaque mot une seule voyelle tonique, donc une fois qu'on a établi quelle est la voyelle tonique, on ne se trompe pas, on peut avoir dans un mot plusieurs voyelles atones. Et l'évolution est différente selon la position que cette voyelle atone occupe. Donc on commence maintenant par les voyelles atones qui se trouvent en syllabe initiale d'un mot. Ce sont, je vous le dis tout de suite, les syllabes les plus fortes. Parce que la partie initiale du mot a tendance à être conservée, parce qu'elle a tendance à être prononcée de manière plus claire. Donc, avec la voyelle tonique et la syllabe tonique, la syllabe initiale est la syllabe qui reste plus forte, qui est plus conservée. Et là, donc, c'est là qu'on peut voir une évolution plus stable des voyelles latines qui donne ce résultat. Donc, c'est plus ou moins la même évolution qu'on a pour la voyelle tonique, sauf que les voyelles sont toutes fermées. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre « et » fermé et « est » ouvert. La distinction entre « est » ouvert et « et » fermé concerne uniquement la voyelle tonique. On ne peut pas avoir des voyelles ouvertes à tort. Donc, on a cette évolution pour laquelle je peux vous donner des exemples que je ne vais pas commenter, mais que je vous laisse regarder. Je vous fais seulement constater qu'effectivement, même s'il y a 3 voyelles différentes, un i bref, un et long, un et bref, le résultat est toujours le même, c'est un e. Laissons tomber maintenant le fait que dans l'évolution successive, ce « et » qui est un « et » fermé au début aura tendance à devenir un « e » neutre. Un « e », neutre. C'est la même chose pour les « o ». O bref, O long, U bref, donne toujours un O qui est d'abord un O fermé, et après, comme vous savez, en français, il y a cette ultérieure fermeture qui porte à la prononciation OU. Et c'est toujours la même pour les 3 cas. En résumé, les voyelles atones de syllabes initiales, en général, ne sont pas modifiées.
elles ne subissent pas une évolution très poussée. Il y a seulement cette limitation qu'on ne peut pas avoir des « et » et des « o » ou des. Elles sont par contre soumises au même phénomène de palatalisation, vélarisation et nasalisation qu'on trouve dans la voyelle tonique. Notamment, le A initial de cheval était un A en latin, mais avec la palatalisation du che devient un E. Ainsi, pour tous les autres exemples. Donc là, je ne vous ai pas donné d'exemples de tous les phénomènes, je me suis limité à vous donner une série d'exemples qui concernent la palatalisation. Donc tous ces exemples-là sont des exemples d'influence de palatalisation sur la voyelle initiale, atone. Remarquez que dans les exemples, je vous donne toujours la position de la voyelle tonique, qui est en noir, en gras, hein, juste pour vous faciliter la distinction des syllabes et des voyelles. Il y a d'autres exceptions, d'autres évolutions, notamment quand la voyelle initiale se trouve en hiatus avec la voyelle tonique, suite à une évolution par exemple, elle s'affaiblit jusqu'à arriver à la disparition. Prenez l'exemple de maturum. Je vous ai déjà anticipé, mais on le verra mieux quand on parlera du consonantisme, que le T simple intervocalique évolue jusqu'à la disparition. Du coup, le A initial se trouve en contact avec la voyelle tonique. Il y a tout d'abord un affaiblissement, le A devient E indistinct, et ensuite ce E disparaîtra. Le souvenir de cette voyelle qui existait en français médiéval laisse une trace dans l'allongement de la voyelle tonique qui est représentée aujourd'hui par l'accent circonflexe. Donc, tout comme l'accent circonflexe peut indiquer l'allongement de la voyelle tonique suite à la chute d'un S, le même accent circonflexe peut souligner l'allongement de la voyelle tonique, mais pour un autre phénomène, celui de la disparition de la voyelle initiale. Je vous rappelle que très souvent, l'accent circonflexe est utilisé pour indiquer l'allongement de la voyelle, mais pas toujours. Donc, faites attention à distinguer. En français moderne, il y a des cas dans lesquels cet allongement est indiqué tout simplement par un accent aigu, par exemple. C'est le cas de étoile, notamment, et d'autres mots. Donc, étoile aussi avait un S en latin, c'était stellam. Ce S a disparu et a allongé la voyelle initiale, mais dans ce cas, on ne le note pas avec un accent circonflexe, mais avec un accent aigu. Alors, une brève parenthèse sur les voyelles internes post-toniques. Dans les mots les plus longs, les mots qui s'appellent proparoxytones, je vous avais déjà donné la définition de proparoxytone, ce sont des mots qui ont l'accent placé sur l'avant-dernière syllabe. Pardon, sur l'antépénultième. Donc, en latin, l'accent tonique, la syllabe tonique était suivie par deux syllabes antépénultièmes. Dans ce cas, vous savez, je vous l'ai déjà dit, que le français ne tolère pas les mots proparoxytones, donc il y a une syncope assez précoce, mais qui interviennent après le IVe siècle. Et maintenant, on verra pourquoi. Là, vous avez les exemples. Vous voyez que là, la syllabe tonique est ici, et donc ce mot en latin était suivi par deux voyelles atones. Et c'est le cas de tous les mots de l'exemple. Camera avec deux voyelles atones, cubitum avec deux voyelles atones. Dans ce cas, la syllabe atone qui suit
la syllabe tonique, a tendance à disparaître par syncope. Pourquoi je vous ai dit qu'on sait, on peut dater cette évolution après le IVe siècle? Parce que, inévitablement, ce phénomène doit intervenir après l'évolution du T qui devient D. Pourquoi cela? Parce que la consonne peut évoluer de cette manière seulement si elle est en position intervocalique, entre deux voyelles. Donc si la voyelle disparaît tout de suite, il n'y aura pas d'évolution de la consonne. Il faut donc que l'évolution de la consonne ait lieu lorsque la voyelle était encore à sa place. Donc il y a d'abord l'évolution de la consonne, et on sait que ce type d'évolution a lieu au IVe siècle, et donc après le IVe siècle, il y aura la syncope de la voyelle atone. On a vu les voyelles initiales, les voyelles internes post-toniques. Il nous reste à voir les voyelles finales. Je vous anticipe d'ores et déjà, si les voyelles initiales sont les plus résistantes, les voyelles finales sont les moins résistantes. Donc, ils ont tendance à disparaître. Sauf le cas du A, qui est la voyelle la plus forte, la plus pleine, et qui donc résiste tout en évoluant vers E muet. Donc toutes les autres voyelles sont carrément éliminées, voyelle finale. Le A n'est pas éliminé, mais il devient E. Ce E muet qu'on désigne avec un petit cercle, comme vous voyez en bas, ce E muet se trouve également après quelques groupes de consonnes qui sont difficiles à prononcer. Qu'est-ce que cela signifie? Si on fait l'évolution du latin, on élimine la consonne finale, on élimine la voyelle finale, assez souvent, ce qui reste du mot latin, c'est un groupe de consonnes. Beaucoup de fois, ce groupe de consonnes, on ne peut pas le prononcer sans une voyelle d'appui. Ple, si vous ne prononcez pas le E, il est imprononçable. Donc, dans ce cas, même si la voyelle aurait dû disparaître, on rajoute une voyelle d'appui qui est toujours le E muet. Donc vous voyez que là, il y a un U à la fin, mais on ne remet pas un U, mais juste un E. La chose intéressante à remarquer, c'est que ce E final reste à sa place, même lorsque le groupe de consonnes se simplifie, et donc il ne serait plus nécessaire. C'est l'exemple de père. Père, en effet, avait, dans la première phase de l'évolution, un groupe consonantique, DR, qui exigeait la présence du E d'appui. Ensuite, le DR, le groupe DR, continue son évolution, le D disparaît. À ce moment-là, le E d'appui ne serait plus nécessaire. Mais, puisqu'il avait déjà été introduit, il reste à sa place. Pour finir, dernière chose, il faut parler des voyelles contre-finales. C'est-à-dire, on a parfois en latin des mots particulièrement longs, 4 syllabes au plus. Ces mots de 4 syllabes minimum sont considérés, ou en tout cas vous pouvez les considérer, comme s'ils étaient composés par 2 mots. Donc comme s'ils avaient 2 accents toniques, comme s'ils avaient 2 voyelles finales. Et à chaque fois, la voyelle finale et celle qu'on appelle la contre-finale, c'est-à-dire la finale de la première partie, vont subir le même destin et donc vont disparaître. C'est le cas. Qui vitatem, 4 syllabes, on coupe en 2. Ça, c'est la voyelle contre-finale. Finale de la première partie, elle est traitée comme les voyelles finales, comme la voyelle finale, donc syncope, disparaît. Liberare, 4 syllabes,
Le E est voyelle contre-finale, qui donc va disparaître. Vous voyez que, dans ce cas, je vous ai marqué 2 voyelles toniques. Ce n'est pas tout à fait correct, parce que dans un mot, il y a toujours une seule vraie voyelle tonique. Dans ce cas, est le A de civitate et le A de liberate. Mais, dans l'évolution phonétique, il faut considérer ces mots très longs comme s'ils avaient 2 voyelles toniques. C'est tout pour la phonétique. On prend une pause un peu plus, donc s'il y a des questions, voilà, je vous laisse la parole. Aussi sur d'autres choses. Non? Tout est clair? J'espère. Mais je répète, je n'arrêterai pas de vous répéter. Reprenez systématiquement la phonétique qu'on a fait pour entrer dans l'esprit de cette situation d'évolution. Parce que si vous laissez ça tout à la fin, vous perdez. Je vous rassure aussi, la partie phonétique la plus complexe va bientôt finir. Parce que je crois que pas la prochaine, mais dans 2 séances, on aura complété le tour de l'évolution médiévale. À partir de ce moment-là, la phonétique deviendra moins compliquée et même moins importante. On fera toujours un rappel de l'évolution phonétique, parce que dans chaque siècle, il y aura des étapes de l'évolution, mais ça sera une évolution beaucoup plus lente et beaucoup moins variée. C'est au Moyen-Âge que la langue réagit de manière si importante à l'évolution et il y a une complexité phonétique extraordinaire. Donc, d'ici 2 séances, on aura fini le traitement de la phonétique du Moyen-Âge et à partir de ce moment-là, vous aurez un cadre d'ensemble. Vous pourrez donc revenir de manière systématique sur les choses et la phonétique qui suivra sera beaucoup plus simple.